Donc pendant qu'on installe le micro, je vais présenter rapidement Gerhard, donc, qui lui pour le coup est un vrai spécialiste. Et en plus, moi je suis vraiment reconnaissant qu'il soit venu aujourd'hui parce qu'il est malade et il a quand même fait l'effort de venir de Grenoble parce qu'il pensait que c'était important. Donc merci à lui et ne vous approchez pas de lui. Voilà, c'est l'autre message important. Donc en fait, Gerhard, donc il a une double nationalité franco-allemande. Il est directeur de recherche au CNRS. Il travaille dans un laboratoire à Grenoble, donc justement qui en particulier regarde toutes les dynamiques des glaces et choses comme ça. Donc Gerhard est vraiment un spécialiste des mécanismes polaires. Vous allez voir, il va faire tout un exposé spécifiquement là-dessus. Et il a participé à la rédaction du 5e et du 6e rapport du GIEC, justement pour tous ces processus polaires et l'impact sur le long terme du climat. Bon, je ne vais pas raconter toutes les publications qu'il a fait. Hein. Il a plus de 160 publications, choses comme ça. Mais par contre, je vais m'intéresser dans son CV. Moi, j'ai bien aimé la petite phrase qu'il met. De même, l'expertise pour l'interface politique et la diffusion du savoir vers le grand public font naturellement partie de la mission de chercheur telle que je la conçois. Et voilà, c'est pour ça que lui et moi sommes là aujourd'hui. C'est parce qu'on pense que c'est important de communiquer nos recherches et le consensus scientifique vers le grand public. Et donc voilà, on fait ça tous les deux. On se connaît aussi parce qu'on s'est beaucoup battu contre les climato-sceptiques et leur expliquer pourquoi ils étaient dans l'erreur. Donc merci Gerhard pour cet exposé. Merci, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais faire une heure de séminaire sur le rôle des neiges et des glaces dans le système climatique. Donc, je vais éviter de parler spécifiquement du niveau des mers, mais il y aura quelques allusions quand même. Alors, donc les neiges et les glaces, on appelle ça cryosphère, un mot très chic. Ça vient en différents types, goûts et tailles variées. Et en fait, ce qui est super important, c'est l'épaisseur. Pour comprendre la physique et le temps de réaction de l'élément dont on parle, il faut se rendre compte de l'épaisseur. Donc, par exemple, la calotte de glace antarctique, ici, elle est épaisse en moyenne de 2200 mètres, ça met du temps à réagir. La calotte de glace du Groenland, aussi très épaisse, évidemment, c'est assis sur du continent. Les glaciers, typiquement, jusqu'à 200 mètres d'épaisseur. La glace de mer, comme François-Marie a déjà dit, c'est pas très épais, 2 mètres. Ça fond en été, ça regèle en hiver. En Antarctique, c'est encore plus petit. La neige, quelques centimètres en moyenne, donc ça vient avec la saison, ça fond immédiatement en quelques jours. Et le pergélisol, alors en équivalent de glace, ce n'est pas très épais, mais ça peut être très épais en profondeur. Et je vais en parler évidemment plus en détail. Alors, dans le petit résumé, j'ai parlé des points de bascule climatiques, parce qu'en fait, dans la discussion scientifique et en grand public aujourd'hui, on parle beaucoup de ces points de bascule potentiels. Et beaucoup de points de bascule sont dans ou proposés, points de bascule proposés, sont dans les hautes latitudes. Par exemple, la calotte de glace du Groenland, l'Antarctique, le pergélisol, les forêts boréales, etc. Donc les glaces de mer, dans les hautes latitudes. Et personnellement, je suis très prudent par rapport à ce sujet. Parce que le concept n'est pas toujours très bien défini et pas forcément extrêmement utile. Souvent, il est plus utile d'évaluer l'irréversibilité d'un recul d'un glacier ou d'un élément de la cryosphère, le caractère abrupt que ce recul peut avoir, le concept s'il y a une auto-amplification lors d'un recul ou lors d'une avancée, et le potentiel de surprise, si on ne l'a pas vraiment prévu, s'il y a énormément d'incertitudes là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le dernier rapport du GIEC. Il y a un tableau où on a évalué pour un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est un extrait de ce tableau pour les hautes latitudes.
où on a dit, ben voilà, est-ce que c'est potentiellement abrupt, non, oui, etc. Est-ce que c'est irréversible, à quelle échelle de temps, etc. Donc ça, c'est un concept beaucoup plus important, beaucoup plus précis que de dire point de bascule et on va tous mourir. Il faut faire un peu attention à ça. Et ici, dans ce tableau aussi, vous avez les différentes projections pour le futur. Et je vais revenir là-dessus, sur tout ça, dans la suite de mon séminaire. Deuxième concept de base que je voulais mentionner avant de faire un peu aller à travers ce bestiaire des différents types de cryosphères, c'est le concept de forçage radiatif de la cryosphère et de la rétroaction d'albédo. Vous savez tous, la glace c'est blanc, ou la neige c'est blanc, et donc ça réfléchit la lumière solaire. Et c'est ça une des bases les plus importantes de l'effet de la cryosphère dans le système climatique. Donc on peut quantifier ça en termes de, on appelle ça un forçage radiatif, en termes de watts par mètre carré, un changement du flux de rayonnement solaire absorbé à la surface, ou plutôt on se place en haut de l'atmosphère. Et on peut quantifier ça ici avec un forçage négatif qui signifie que la glace et la neige, ils renvoient essentiellement du rayonnement solaire. Donc c'est assez important dans ces régions de l'Arctique particulièrement, mais aussi là où il peut y avoir de la neige saisonnièrement. Donc ça c'est la moyenne ici, et là on voit le changement de 1979 à 2008 de ce forçage radiatif, et on voit des zones où il y a eu moins de glace de mer, où la glace de mer a reculé, où la neige a reculé, mais c'est surtout la glace de mer, ici pour l'hémisphère nord, et donc ça a fait moins de renvoi de rayonnement solaire, et donc un forçage radiatif positif, un changement positif, et c'est en moyenne hémisphérique. Comme je disais, ça se mesure en watts par mètre carré, donc 0,45 watts par mètre carré sur cette période. Alors, pour se rendre compte de ce que ça veut dire, on peut le comparer au forçage radiatif, pardon, une erreur de grammaire ici, forçage radiatif des gaz à effet de serre de 1750 à aujourd'hui, et c'est l'ordre de grandeur, on y est. C'est pas évidemment le CO2 est beaucoup plus important, mais c'est pas complètement négligeable. Donc cet effet que la glace de mer a déjà commencé à reculer sous l'effet du changement climatique, ça rajoute un réchauffement qui n'est pas complètement négligeable par rapport à ce réchauffement qui est dû aux gaz à effet de serre. Il y a d'autres rétroactions. Et donc pour l'albédo, comme je disais, quand vous avez c'est une rétroaction positive, comme on dit. Ça amplifie les changements climatiques. Quand vous avez un changement qui refroidit le climat, dans notre cas ici, enfin non, pas dans le cas actuel, mais si vous imaginez un refroidissement, vous allez avoir plus de neige et de glace, moins de rayonnement solaire absorbé, et puis encore plus de refroidissement. Dans l'histoire de la Terre, il y avait des périodes où cette rétroaction positive de l'albédo a causé l'englacement quasi complet de la Terre. C'était il y a plusieurs centaines de millions d'années. Dans notre cas de réchauffement futur, c'est un truc qui réchauffe en plus. Alors, cette rétroaction d'albédo, c'est une des causes de l'amplification arctique qui a été prédite il y a 50 ans déjà, qui est observée aujourd'hui et qui est projetée pour le futur. Donc cette amplification arctique, c'est quand vous avez ici des changements de température qui sont observés aujourd'hui par rapport à une période de référence de la fin du 19e siècle, ce qui est simulé par les modèles de climat, et là c'est des simulations pour divers degrés de réchauffement global. Donc, si vous avez un réchauffement global de 4 degrés en moyenne, vous voyez qu'en Arctique, le réchauffement est particulièrement fort. Sur les continents aussi, mais c'est surtout dans les régions englacées, et notamment dans les hautes latitudes arctiques, que ce réchauffement est particulièrement fort. C'est parce que la glace de mer et la neige peuvent réagir très rapidement au réchauffement climatique, et donc ils renforcent le changement climatique. Voilà, donc c'est le concept de base que je voulais mentionner en début. Et maintenant, je vais vous
promener un peu à travers ces différents, ce bestiaire de cryosphère et vous parler des différents types et de leur rôle dans le système climatique. Donc, première chose, c'est les pergélisols, permafrost en anglais. Vous avez peut-être entendu ce mot plus souvent que les pergélisols. Donc là, une photo de la zone, je ne sais pas, quelque part en Sibérie sans doute. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'eau, des moustiques, des surfaces très particulières. Alors c'est quoi ce pergélisol? C'est le sol qui reste gelé en permanence. La définition, c'est au moins de 2 ans de suite. Voilà, parce que voilà, ça ne dégèle pas en été, quoi. À la surface, vous avez une couche active. Dans le nord de la Sibérie, dans le nord du Canada, en Alaska, vous avez en été des températures de 10 degrés, parfois plus. Donc ça dégèle en surface, mais en profondeur, comme dans votre cave à vin, en profondeur, vous avez une température qui va rester plus ou moins stable. Donc en profondeur, le sol reste gelé. À la surface, en fonction du climat où vous êtes, vous pouvez avoir un peu de végétation rase, comme ici, où vous avez tout simplement du sol nu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de matière organique qui tend à s'accumuler. Vous avez donc, comme j'ai dit, vous avez de la végétation à la surface. Cette végétation, des feuilles, des racines, etc., au moment, elle va mourir, tomber par terre, ou de toute façon, les racines sont déjà dans le sol. Et le sol, en moyenne, est quand même assez froid. Donc, la vie microbienne dans le sol, elle va mal décomposer cette matière organique. Donc, elle va avoir tendance à s'accumuler sur des dizaines de milliers d'années ou des milliers d'années. Et c'est ce qui s'est passé. Ces sols des hautes latitudes, au Canada, en Alaska, en Sibérie, sont très riches en carbone. Alors, quand je dis très riches en carbone, vous voyez déjà où c'est, hein, évidemment. Je disais, dans ces hautes latitudes, il y a différents types de sols, de pergélisols. C'est très variable, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je disais, il y a donc beaucoup de matière organique qui s'accumule, et donc ça fait un énorme réservoir de carbone. Vous avez ici un diagramme qui montre les différents flux de carbone dans le système Terre et les différents réservoirs. Alors les flux, c'est des flèches, hein, d'accord, avec la perturbation anthropique. J'attire votre attention sur ce réservoir dans le pergélisol ici, c'est 1200 gigatonnes, donc milliards de tonnes de carbone, comparable, ou même 2 fois plus que ce qu'on aurait naturellement dans l'atmosphère, ou en tout cas plus que ce qu'on a dans l'atmosphère aujourd'hui encore. Donc ce n'est pas négligeable. Vous imaginez, vous réchauffez le sol, la vie microbienne va se réveiller, va commencer à décomposer toute cette bonne matière organique qui s'est accumulée pendant des dizaines de milliers d'années. Et quand la vie microbienne décompose la matière organique, ça fait des émissions de CO2 ou de méthane, parce que les plantes ont accumulé, ont mangé le CO2 de l'atmosphère, si vous voulez, fait de la matière organique, et une fois la vie microbienne qui la décompose, ça retourne à l'atmosphère sous forme de CO2 de nouveau. Donc c'est ça le gros problème potentiel avec le pergélisol. Donc quand ça dégèle, ça peut faire des choses comme ici, la subsidence locale, parce que vous avez de l'eau gelée dans votre sol. L'eau, quand ça dégèle, elle prend moins de volume. La densité de l'eau est plus faible, plus forte, pardon, que celle de la glace, excusez-moi. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le thermokarst. Le thermokarst, c'est un effondrement local du sol, quand il y avait une lentille de glace dessous. C'est comme le karst dans des zones, c'est en analogie au karst qu'on connaît dans les zones calcaires. Et ça peut faire donc des lacs supplémentaires. Et comme je disais, ça fait des émissions de CO2 ou méthane en fonction de l'humidité du sol. Voilà. Donc c'est là, de nouveau, une rétroaction positive. Vous réchauffez le climat, vous avez une réponse du changement climatique, et puis du système climatique, et puis vous avez des émissions de méthane ou de CO2 supplémentaires qui vous réchauffent encore plus votre climat. Donc, ici, vous avez un petit graphique qui montre qu'on a quand même un peu d'incertitude sur comment ces sols vont dégeler. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on voit ici un réchauffement moyen global de, on va dire, 2 degrés ici,
on va perdre à peu près entre 50 et 75% du volume de pergélisol que nous avons dans les premiers 3 mètres dans les régions de permafrost. Donc c'est assez, si on veut bien, c'est assez linéaire et c'est assez indépendant du scénario. Ici, vous avez les différentes couleurs des scénarios que François-Marie a montré tout à l'heure, avec des scénarios très forts ou très, très faibles réchauffement, mais en fait, finalement, quand on remet tout sur le même degré de réchauffement global, on voit que ça suit la même courbe. Donc tout ça, avec cette rétroaction positive, a fait les gros titres de la presse, du Permafrost Carbon Bomb, la bombe carbone du pergélisol. En fait, il y a 20 ans, on n'en savait rien. On n'en savait rien parce que on ne savait pas à quelle vitesse ça allait dégeler, on ne savait pas combien de carbone il y avait dans le sol, dans ces hautes latitudes. On n'en savait trop fort rien. Les chercheurs ont travaillé beaucoup. Aujourd'hui, on arrive à une meilleure estimation. C'est que ce processus, on a un consensus qui émerge. Que ce processus est plutôt lent, qu'il n'y a pas de bombe à carbone, il n'y avait pas eu de bombe à carbone lors de la dernière glaciation, il n'y a pas d'effet vraiment massif de changement climatique supplémentaire causé par ça, ou en tout cas pas dans le sens d'un changement extrêmement abrupt. Par contre, quand le pergélisol perd du carbone, c'est irréversible, parce que ça a mis des dizaines de milliers d'années, ou des milliers d'années en tout cas, pour s'accumuler, et on peut le perdre en quelques dizaines ou quelques centaines d'années. Donc c'est irréversible dans ce sens-là. À la fin, on arrive à estimer qu'aujourd'hui, cette amplification du réchauffement dû au permafrost, au carbone dans les pergélisols, ça peut aller jusqu'à 20% du réchauffement. Donc si vous avez deux planètes, une planète où il y a ce pergélisol dans les sols, ce carbone dans les pergélisols, pardon, et une autre planète exactement pareille que la Terre, sauf qu'il n'y a pas ce processus de pergélisol, d'accord. Dans la première planète, la réelle, vous avez à peu près une augmentation du réchauffement futur d'une vingtaine de pourcents à l'horizon d'une centaine d'années. Ça prend un peu de temps, ce n'est pas immédiat, mais c'est à peu près ça. Donc ce n'est pas un truc qui fait exploser la planète, ce qu'on pouvait parfois lire il y a une vingtaine d'années, parce qu'on n'en savait pas grand-chose, mais ce n'est pas négligeable non plus. Vous rajoutez quand même une pénalité supplémentaire au réchauffement. Alors, est-ce un élément de bascule? Donc, comme on disait, il y a 16 millions de kilomètres carrés, donc c'est grand. Une forte hétérogénéité. Il y a une région qui est à risque de dégel abrupt, donc des zones où le sol peut s'effondrer, créer des lacs, et où au bord de ces petits lacs, le dégel peut aller beaucoup plus vite. Vous voyez ici, ça s'effondre petit à petit, et puis ça dégèle très rapidement, et puis ça peut émettre beaucoup plus de CO2. Donc il y a ce processus de dégel abrupt qui est irréversible et qui peut être, comme le nom le dit, abrupt. Donc dans ce sens-là, oui, ça peut être un point de bascule, mais c'est très local, parce que ce sont des processus extrêmement locaux. D'accord ? Et il n'y a pas de processus qui va faire en sorte que le pergélisol va se dégrader de façon extrêmement abrupte sur toute la grande région. Voilà, c'est plutôt des points de bascule, si vous voulez, locaux. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on entend par point de bascule quand on parle du bascule du système climatique global. Donc comme je disais, ça émet du CO2, du méthane, et dans des cas d'événements de météo extrêmes, comme des vagues de chaleur ou des feux, vous pouvez accélérer ce dégel abrupt, mais encore une fois, c'est local. Voilà, donc là j'en ai fini avec le pergélisol. Je passe aux calottes de glace. Donc, dans le cours précédent, vous l'avez vu, il y a les calottes de glace du Groenland ici et de l'Antarctique. Donc, il faut savoir que l'Antarctique c'est beaucoup plus grand, c'est équivalent de 58 mètres, équivalent du niveau des mers, c'est tout un continent, 14 millions de kilomètres carrés il me semble. Le Groenland, c'est plus petit, c'est moins élevé aussi. Et les couleurs que vous voyez, c'est la vitesse d'écoulement de la glace.
Et on va revenir dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est les deux grandes calottes de glace dont je vais vous parler. Mais premièrement, c'est parce que le sujet aussi, c'était le rôle de la glace dans le système climatique, c'est qu'une grande calotte de glace, eh ben, elle peut vous faire dévier la circulation atmosphérique. On a parlé tout à l'heure déjà de cette période glaciaire, il y a 21 000 ans, où il y avait une grande calotte de glace sur le Canada, épaisse de 3 km, sur la Scandinavie, épaisse de 2 km à peu près, là vous reconnaissez le Groenland. Donc aujourd'hui, vous avez le jet stream, le courant jet qui, en altitude qui fait à peu près comme ça, en moyenne, d'accord. À l'époque du dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, il était coupé en deux, si vous voulez, par cette présence massive de cette calotte de glace. Il y a une branche qui passait plus au nord. Donc ces calottes de glace peuvent aussi influencer la circulation atmosphérique et évidemment aussi créer leur propre climat parce qu'elles sont une source de froid ou en tout cas elles réfléchissent beaucoup de lumière. Alors, quand on parle des calottes de glace, le concept de base, c'est celui du bilan de masse. Quand on veut savoir ce que devient une calotte de glace, eh ben, il y a le processus d'accumulation, c'est évidemment la précipitation de neige qui va tomber dessus. On le distingue de l'ablation, la fonte de la glace au bord, ou la sublimation de neige, elle peut même arriver à l'intérieur. Vous avez un flux de glace, la glace elle s'accumule ici partout, et puis à un moment elle s'écoule vers les bords. Et puis vous pouvez avoir le vélage d'iceberg. La calotte de glace elle peut arriver au niveau de la mer, à la mer, flotter partiellement ici sur la mer, et puis des icebergs qui partent. Donc ça c'est les processus qui définissent ce bilan de masse qui va nous intéresser pour savoir est-ce qu'elle grandit ou pas. Alors, donc là, encore une fois, accumulation, c'est la précipitation et ablation, c'est essentiellement la fonte. Et là, vous avez ça, la sensibilité de ces processus à la température de surface. Donc c'est très schématique, mais ça a l'avantage d'être facile à expliquer ici. Et comme il y a une chose que vous voyez là, c'est que l'accumulation augmente, et ça a déjà été mentionné dans le cours précédent. Elle augmente un peu jusqu'à ce qu'on arrive vers 0 degré, l'accumulation de neige, la chute de neige. Ça, vous avez vu ça déjà. Quand il fait extrêmement froid, ce n'est pas là qu'il neige beaucoup. Il neige beaucoup, il peut neiger beaucoup quand vous êtes juste autour de 0 degré. Au-delà, à moins 30, il ne va pas neiger beaucoup. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc l'accumulation, la quantité de neige qui va tomber sur votre calotte de glace, elle peut augmenter si vous la réchauffez. Évidemment, il ne va plus avoir de chute de neige une fois que vous êtes à plus 10 degrés, ça c'est sûr. Par contre, l'ablation, donc essentiellement la fonte, elle est extrêmement sensible à la température. D'accord ? Vous réchauffez, en température moyenne moins 10, vous avez quelques jours où il fait au-dessus de 0 degré, où vous avez un peu de fonte, mais une fois que vous êtes à un endroit où la température moyenne annuelle est 0 degré, là ça fond à fond, donc très fortement. Et donc ce bilan de masse de la calotte de glace, si vous prenez accumulation moins ablation, si vous prenez ça en fonction de la température, les différents termes ici, vous faites la différence, et vous avez une croissance potentielle de la calotte de glace jusqu'à sa température optimale, et puis une fois qu'il fait trop chaud, là elle va vraiment très vite fondre. Et donc c'est vraiment important de se rendre compte que les calottes de glace sont extrêmement sensibles à la température d'été. C'est l'été qui compte pour les calottes de glace, ou en tout cas pour la fonte. Et entre les deux, vous avez un équilibre évidemment. Alors cette ligne d'équilibre, si vous avez ici un schéma d'une calotte de glace, vous imaginez ça, voilà, une calotte de glace sur le Canada, là c'est la mer Arctique, le nord ici, le sud ici, et donc vous avez l'équilibre entre une zone où vous allez avoir plus d'accumulation que d'ablation, et puis une zone plus au sud et à plus basse altitude, où vous allez avoir plus de fonte, plus d'ablation que d'accumulation. Donc là, la calotte, elle va perdre sa masse. Et entre les deux, vous avez la ligne d'équilibre. Et ce que vous voyez là, avec la ligne d'équilibre, qui va être la même dans les deux cas, essentiellement, c'est qu'une calotte qui est déjà grande, elle va avoir une grosse partie de sa propre masse au-dessus de la ligne d'équilibre, et donc elle va être viable,
parce que vous avez une grosse zone d'accumulation et une zone d'ablation relativement petite. C'est plus ou moins en équilibre, là, schématiquement. Quand la calotte est petite, pour le même climat, en fait, vous avez une minuscule zone d'accumulation et une très grande zone d'ablation. Donc vous avez une instabilité de cette petite calotte de glace. Et donc ça veut dire que la calotte de glace, une fois qu'elle est grande, qu'elle a passé ce point d'équilibre du climat, elle peut rester viable, mais une fois qu'elle est trop petite, elle peut disparaître. Donc il y a un multiple équilibre possible pour cette calotte de glace. Et donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Je vous montre rapidement ce qui se passe là aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu, ce graphique du rapport du GIEC. Le Groenland et l'Antarctique, le Groenland ici et l'Antarctique ici. Et ces pertes, notamment pour l'Antarctique, ce n'est pas seulement la fonte à la surface, c'est d'autres processus. Et je vais revenir à ces processus maintenant. Ils ont déjà été mentionnés un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux processus dans les calottes de glace qui peuvent se auto-amplifier et qui peuvent accélérer leur perte. Commençons par celui que j'ai déjà mentionné beaucoup. Donc, c'est la fonte, tout simplement, quand la température augmente. Vous avez une calotte de glace ici, schématiquement. Et puis, quand ça fond un petit peu, l'altitude baisse. Vous avez la surface de la calotte de glace qui va être exposée à des altitudes, à un climat plus chaud parce que c'est plus bas, et donc elle va fondre de plus en plus vite. Donc là, vous avez une fonte potentiellement irréversible, pas vraiment abrupte. C'est la fonte d'une calotte de glace par la surface. Ça peut aller relativement vite, mais c'est peut-être quelques mètres par an. C'est pas non plus si vite que ça. L'autre processus auto-amplifié potentiel d'un recul d'une calotte de glace, c'est celui qui est lié aux calottes marines. Alors les calottes marines, comme ça a déjà été mentionné, ce sont celles, comme l'Antarctique de l'Ouest surtout, qui appuient sur le bedrock, sur le rocher sous-jacent, sur le continent, qui l'enfonce sous le niveau de la mer, et donc la calotte est là essentiellement les pieds de l'eau. Et puis au bord, vous avez ce qu'on appelle les plateformes flottantes, donc un morceau du glacier qui arrive à la mer et qui commence à flotter, et donc ça fond aussi par-dessous avec le contact avec l'océan. Bien. Quand l'océan se réchauffe, ou quand la calotte ici perd du contact avec par exemple une île ou quelque chose comme ça qui l'a retenue, elle peut commencer à reculer. Et en fait, mécaniquement, cette situation elle est instable quand le sol descend vers l'intérieur du continent, comme ça a déjà été mentionné. Donc une fois que vous dépassez ce point maximum ici, vous êtes très mal barré pour votre calotte de glace parce qu'elle va reculer quasi automatiquement jusqu'au prochain minimum, au maximum, jusqu'à ce que ça se stabilise de nouveau. Donc c'est un processus qui est pareil, irréversible, et qui lui peut être potentiellement abrupt dans le sens où ça peut aller vraiment beaucoup plus vite que le processus d'accumulation. Donc c'est notamment le cas pour ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest. Donc là vous avez le socle rocheux. Les couleurs rouges, c'est quand c'est au-dessus du niveau de la mer, quand le bleu, c'est quand c'est en dessous du niveau de la mer, de l'Antarctique. Donc là, c'est la partie de la péninsule antarctique qui va vers l'Amérique du Sud. Vous êtes peut-être un peu désorienté là, parce que vous n'avez certainement pas l'habitude de voir ces cartes. Donc l'Amérique du Sud est par là, ça c'est l'océan Atlantique, l'Afrique du Sud va être par là, l'océan Indien, l'Australie c'est essentiellement par là, et là c'est l'océan Pacifique. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle ici l'Antarctique de l'Ouest, c'est cette partie qui est en face de l'océan Pacifique. Basée sous le niveau de la mer et donc exposée à ce processus de recul rapide. Et vous le voyez là, c'est l'observation de cette région de la péninsule antarctique, donc qui va en direction de l'Amérique du Sud. Donc la désintégration de calottes de plateformes glaciaires. Donc vous avez ici des chaînes de montagnes et vous avez ici des plateformes glaciaires et vous voyez leur désintégration qui s'est passée parfois en quelques semaines ou quelques mois. Donc il y a des processus là, c'est quand même sur plusieurs années, mais bim, là vous avez vu un gros pas de recul et ça c'était extrêmement rapide.
Alors, on a parfois l'impression que c'est extrêmement rapide, mais en fait, il y a une préhistoire, une histoire à ça. Une étude très récente qui montre très joliment qu'en fait, même si c'est abrupt pour le dégel à la fin, ça peut prendre du temps. Donc là, il y avait une plateforme glaciaire, une ice shelf. Donc là, c'est le continent, là, c'était une île, c'est l'océan ici. Et puis là, vous aviez de la glace, du glacier flottant, qui peut être épais de quelques centaines de mètres. Et en fait, déjà dans les années 2000, ça a commencé à fondre par en dessous, le flux de glace a augmenté. À un moment, ça a perdu ici le contact avec cette île ici. Il y a des fractures, donc on avait l'impression que ça s'était stabilisé un peu en taille, mais en fait, il y a des fractures qui sont apparues pendant la décennie suivante, de plus en plus. Et en fait, la désintégration finale de ce petit ice shelf, de cette petite plateforme glaciaire, elle s'est passée en quelques semaines, mais c'était vraiment que la fin. Tout ça a été préconditionné pendant des décennies, essentiellement, avec un processus qui a pris du temps, et puis à la fin, c'est tombé. Voilà, donc ça, c'est ce concept d'irréversibilité que j'ai déjà mentionné. Donc c'est lié essentiellement aux échelles de temps. Pour une calotte de glace, le temps de construction d'une calotte de glace est nettement supérieur au temps d'effondrement ou de fonte. Là, vous avez le niveau des mers sur les 140 dernières milliers d'années. Et donc, vous avez cette période qu'on a déjà vue dans le cours précédent. Et en fait, la construction ou la genèse de ces calottes de glace énormes sur le Canada et sur la Fennoscandie, ça a pris beaucoup de temps. Et le dégel était beaucoup plus rapide. D'accord ? Donc ces processus de dégel des calottes de glace et de perte de calottes de glace sont de façon inhérente irréversibles. Je vais parler un petit peu maintenant des glaciers. Donc les petites sœurs des grandes calottes de glace. Les petits frères. Il y en a un peu partout. Alors des spécialistes des glaciers, ils sont capables de s'écharper, de s'engueuler pendant très longtemps sur le nombre de glaciers. Ils aiment bien compter les glaciers. Donc il y en a plus que 200 000 dans le monde. Après, c'est à partir de quel moment un bout de glace est vraiment un glacier, etc. C'est un peu sans grande importance. Il y en a beaucoup, voilà. En épaisseur moyenne, on peut imaginer c'est de l'ordre de 250 mètres ou quelque chose comme ça. Superficie globale, 700 000 km², donc ce n'est pas complètement négligeable. C'est surtout des grands glaciers autour des calottes de glace et ici au Canada, par exemple, et en Alaska. Et d'ailleurs, la perte de masse des glaciers ici, c'est ça qui a causé cette augmentation relative du niveau de la mer dont on a parlé tout à l'heure déjà, dans le cours précédent. Vous avez quelques photos des gros glaciers en Alaska, Vatnajökull en Islande, la mer de glace que vous avez déjà vue, Kilimanjaro, il y en a un peu partout, mais évidemment c'est plus dans les hautes latitudes. Là, je ne vous surprends certainement pas. Donc, comment ça marche un tel glacier ? Schéma extrêmement simple, comme une calotte de glace finalement, sauf que c'est posé sur un flanc de montagne et que c'est beaucoup plus petit, mais vous avez pareil le processus d'accumulation et d'ablation à sa langue, et puis vous avez du flux de glace du haut vers le bas, comme sur une calotte de glace. Évidemment, cette ligne d'équilibre, elle va être très élevée quand vous êtes dans les tropiques où il fait très chaud, et elle va être quasiment au niveau de la mer quand vous êtes tout près du pôle. Donc là, ça ne vous surprendra pas non plus. Et donc là, vous avez essentiellement la même chose, cette accumulation de neige, la neige qui se transforme en glace, qui ensuite s'écoule. Elle peut aussi arriver, quand c'est un glacier, notamment dans les régions polaires, ça peut aussi arriver au niveau de la mer. Et puis là aussi, faire du village d'iceberg. Bien, donc même concept que pour une calotte de glace. Donc c'est une histoire variée, ces glaciers. Il y en a un peu partout. Et le climat, il varie en fonction des régions. Mais à très long terme, depuis 6000 ans à peu près, les Alpes, il y a 6000 ans à peu près, les Alpes étaient essentiellement libres de glace. Il restait très peu
et ils ont commencé à se réenglacer depuis cette période. Et c'est lié à ces variations de l'orbite de la Terre dont on a parlé déjà dans le cours précédent. J'ai dit, et je le redis parce que c'est extrêmement important, ce qui compte, c'est la température de l'été. L'orbite de la Terre varie un petit peu, l'axe de la Terre varie, et parfois, vous avez, donc parfois, c'est-à-dire c'est avec des variations de l'ordre de fréquence de 20 000, 40 000 ans. Vous pouvez avoir des étés dans l'hémisphère nord qui sont plus chauds parce que l'axe en été, où la Terre peut être plus proche du Soleil en été qu'elle n'est en hiver. Nous, actuellement, on est dans une situation inverse. La Terre est le plus proche du Soleil, en fait, le 5 janvier. Sauf que chez nous, l'été, c'est quand même, enfin, c'est évidemment pas en janvier, c'est en juillet, parce que l'axe est tourné vers le Soleil, enfin, le pôle Nord est tourné vers le Soleil en été, dans notre été. Mais à cette période-là, en fait, actuellement, on est assez loin. Il y a 20 000 ans, on était assez proche en été du Soleil, et donc les étés étaient plus chauds. Les étés dans l'hémisphère nord, il y a 10 000 ans, pardon, pas 20 000 ans, il y a 10 000 ans, étaient plus chauds. Et c'est pour ça que, depuis cette période, les glaciers dans l'hémisphère nord commencent à repousser, parce que, comme je disais, ils sont particulièrement sensibles à la température d'été. Si vous avez des étés un peu moins chauds, parce que la Terre en été un peu plus loin du Soleil, vous avez potentiel de faire croître des glaciers. Donc, dans les Alpes, depuis 6 000 ans à peu près, vous avez des étés plus froids et donc un réenglacement des Alpes. Évidemment, depuis 150 ans, comme vous avez déjà vu, les glaciers disparaissent à toute vitesse. Et c'est au niveau global. Vous avez ici le nombre de glaciers qui avancent depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, ils avancent tous aujourd'hui, ils reculent tous aujourd'hui, d'accord. C'est sur les derniers 50 ans, alors que là, avant, il y en avait qui avançaient. Aujourd'hui, au globe, vous n'avez quasiment plus de glaciers qui avancent, parce que vous avez le réchauffement global. Mais aux courtes échelles de temps, si vous regardez ici sur ces courbes-là, différentes régions, vous avez des variations, des périodes où les glaciers avançaient. Là, c'est sur les derniers 2000 ans à peu près, différentes périodes. Des variations, des glaciers avançaient dans une région, reculaient dans l'autre. Ça, c'est la variabilité du climat, notamment à l'échelle régionale. D'accord ? Il faut faire très attention. Ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, tous les glaciers reculent de façon très forte partout dans le monde. Il n'y a quasiment aucun qui réavance. Donc la perte de masse relative, alors ça c'est un graphique un peu compliqué, je vous demande de regarder juste éventuellement la taille du cercle et le petit insert bleu dans le cercle. Alors ça c'est le petit insert 2, c'est le bleu, c'est le volume perdu pendant la période 2001-2019 ou 2009, je ne sais plus, 2019, d'accord. Et la taille du cercle c'est le volume qu'il y a. Et donc, vous avez vu ici que les Alpes ont perdu en 20 ans 33% de leur masse de glaciers. Il y a des zones, des grands glaciers dans les régions polaires qui perdent beaucoup moins, relativement. Mais c'est surtout dans les zones relativement chaudes que vous perdez beaucoup. Dans les basses latitudes, ici, dans les Andes, vous avez aussi perdu 30% de la masse des glaciers en 20 ans. Donc, encore une fois, tous en recul et évidemment des projections globales pour les différentes régions. Donc ici, pour différents scénarios, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va prendre un scénario bleu clair. Dans tous les cas, de toute manière, vous allez vers une baisse de la masse des glaciers relative par rapport à aujourd'hui. Dans n'importe quel des scénarios, dans le scénario de réchauffement très fort ou dans le scénario de réchauffement beaucoup plus faible. Dans tous les cas, vous en perdez. Plus ou moins vite, donc regardons ce qui nous intéresse. Les Alpes, c'est où ? C'est ici. Et dans le scénario de réchauffement très fort, il ne restera rien en 2100 quasiment, mais même dans un scénario de réchauffement limitant le réchauffement global à 2 degrés, il ne restera pas grand-chose. La perte continue, évidemment.
Glacier de Saint-Sorlin, juste à côté de Grenoble. Ici, une photo en 2022. Il me semble qu'en 2022, ce glacier il a perdu 6% de sa masse, rien qu'en une année. Donc là, c'est le sommet du pic de l'Étendard à 3400 mètres pour fixer vos idées. Donc là, on est à peu près ici à 2000-2200 mètres d'altitude. Et là, vous voyez des projections dans le scénario moyen qui nous amène à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés en 2100. Des calculs faits à partir de modèles de climat régionalisés sur cette zone. On a fait tourner un modèle de glacier qui calcule l'écoulement du glacier. Et vous voyez que ce pauvre glacier qui a déjà perdu, encore une fois, 6% rien qu'en 2022, en 2050, dans ce scénario moyen, plutôt plausible, vu les évolutions des émissions aujourd'hui, il ne restera rien. Donc dépêchez-vous pour aller le voir. Voilà. On a parlé des glaciers dans le système climatique. Dans certaines régions, les glaciers sont une ressource d'eau importante, notamment pendant les années de sécheresse. Donc c'est particulièrement vrai, par exemple en Asie de l'Ouest, Asie centrale, là, où en cas de sécheresse, les glaciers peuvent apporter une fraction importante de l'eau. Alors, vous avez ici, pour différentes zones, la quantité l'eau en fonction de la précipitation qui est amenée, la fonte du glacier normale et la fonte du glacier due au changement climatique, si vous voulez. Et donc, actuellement, c'est super. En fait, les glaciers fondent, donc ça amène de l'eau, surtout dans les années de sécheresse. Et si vous imaginez, ça a tendance à être une année chaude. Et ça amène plein d'eau parce que ça fond à toute vitesse. Ça va durer un moment, mais pas éternellement, parce qu'à un moment, il n'y a plus de glacier. Donc cette partie de imbalance melt ou même balance melt, là, vous ne l'avez plus. D'accord ? Donc il y aura un moment où cette ressource en eau, évidemment, va se tarir, et qui va être notamment importante pendant les années de sécheresse. J'arrive maintenant dans mon bestiaire à la glace de mer. Je vais aller plus vite pour ces derniers. La glace de mer, comme on a dit, c'est de l'océan qui gèle en Arctique. Alors, c'est très différent en Arctique et en Antarctique. Vous avez ici des cartes pour l'Arctique. Vous voyez que c'est un océan qui est entouré de continents. Et l'Antarctique, c'est en fait exactement l'inverse. Et vous voyez ici la diminution de la glace de mer en fonction de l'année et le mois de l'année. Donc là, c'est l'été à chaque fois. Et donc, évidemment, c'est la diminution en été qui est particulièrement forte. Toujours la même chose. C'est la fonte qui est particulièrement forte dans cette période-là, évidemment. Et donc ici, la diminution est très forte en septembre parce que c'est la fin de l'été. Donc ça intègre toute la diminution de la glace de mer, toute cette fonte de la glace de mer en été. Donc diminution très forte pendant les saisons d'été. Et pour les projections, c'est pareil. Vous allez avoir très peu de glace qui restera. La grande question, à 1 million d'euros, c'est quand est-ce qu'il y aura plus de glace de mer en été en Arctique. C'est cette question-là qui excite beaucoup les chercheurs. Je ne sais pas si elle est vraiment la question pertinente. Ça dépend évidemment beaucoup du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que en mars, c'est la saison, c'est le mois où la glace de mer est maximale. On ne voit pas encore un recul extrêmement fort. Le recul, c'est surtout en septembre, à la fin de l'été, là où il n'y a vraiment plus beaucoup de glace aujourd'hui. Pour l'Antarctique, c'est plus compliqué. Beaucoup de variabilité et pas une tendance extrêmement claire, sauf peut-être ici à la fin. L'Antarctique, donc, continent ici, et la glace de mer, c'est l'océan autour qui gèle. Donc ce n'est pas aux mêmes latitudes déjà, c'est plus proche du pôle, plus proche de l'équateur. Et ça fait qu'en fait, en été, de toute manière, il reste déjà dans un climat d'aujourd'hui, ou de 79 à 88, c'est ça ?
Ouais. Il ne restait pas grand-chose. Hein. C'était tout simplement de l'eau libre autour du continent. Donc là, vous n'allez pas avoir une forte diminution de la glace de mer en été. De toute façon, il y en avait déjà plus beaucoup, de toute manière. Alors, en Antarctique, ce qu'on regarde surtout, c'est la diminution en hiver, qui peut être importante. Là, c'est une série temporelle de l'anomalie de glace de mer en Antarctique. Donc, toutes saisons confondues. L'anomalie, donc la différence par rapport à la moyenne je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme baseline, 1980 à 2010. Et donc, vous voyez cette période longue, jusqu'en 2015 à peu près, où ça avait même tendance à augmenter un petit peu. On se demandait vraiment beaucoup de ce qui se passait. On ne comprenait pas vraiment parce que en fait, la neige recule, les glaciers reculent, les calottes de glace, le pergélisol font tout, l'Arctique, la glace de mer arctique font tout, sauf en Antarctique où la glace de mer n'avait pas vraiment commencé à reculer. Alors il y a beaucoup d'effets possibles, augmentation de la précipitation qui fait plus d'eau douce dans l'océan austral, autour du continent, qui fait que ça peut geler plus facilement. Beaucoup de variabilité interannuelle, etc. Donc il y a beaucoup d'effets possibles qui peuvent expliquer pourquoi ça a duré longtemps. Là, aujourd'hui, on a vraiment le temps que, bon, ça suffit, au bout d'un moment, le réchauffement prend le dessus et ça commence à baisser vraiment aujourd'hui. Donc moi, si je devais parier, évidemment, je parierais sur une continuation de cette baisse-là à partir de maintenant. Ça, c'est assez logique et on ne peut pas imaginer que ça remonte encore longtemps et que ça revienne à des températures, enfin des extensions de glace d'avant. Mais il y a beaucoup de variabilité. Donc en ce qui concerne la glace de mer, des changements futurs sont réversibles parce que, vous avez vu, il y a un cycle saisonnier très fort. Si le climat, par quelques miracles, se refroidit, la glace de mer revient tout de suite. Ça, c'est épais de 2 mètres, ça fond en été, ça regèle en hiver. Il n'y a pas de raison que la disparition d'une glace de mer soit irréversible. D'accord ? C'est une question d'une saison et puis vous êtes de nouveau dans le vert, si j'ose dire. Probablement pas des changements abrupts, en tout cas dans la limite du changement climatique attendu au cours des 100 prochaines années. Donc, la glace de mer, en tout cas en Arctique, n'est pas un point de bascule, à mon sens en tout cas. Dernier élément de ce petit bestiaire, très rapidement, la neige saisonnière. Pareil. En fait, c'est l'élément dominant de la cryosphère en termes de superficie, parce que vous avez jusqu'à 50 millions de kilomètres carrés qui sont saisonnièrement couverts de neige. D'énormes régions en Sibérie, évidemment, en Asie, en Amérique du Nord. Il y a différents types de neige. Ça varie beaucoup en fonction de la végétation, où se trouve la neige, en fonction de si c'est océanique ou si c'est un climat très continental. Donc la physique de la neige est très différente, mais on ne va pas rentrer maintenant dans tous ces détails. Mais pour les spécialistes de la neige, l'impact de la neige sur le climat, premier impact, c'est évidemment le fait qu'elle est blanche. L'autre impact, c'est qu'elle isole le sol qui est en dessous. La neige, c'est un excellent isolant. Et donc, en hiver, elle protège le sol qui est en dessous du froid. Et donc, elle a des interactions très intéressantes, par exemple, avec le pergélisol. Si vous changez de neige, ou si vous avez plus de neige ou moins, ça peut plus ou moins protéger ou plus ou moins, justement, réchauffer le sol qui est en dessous. Donc, c'est assez intéressant en termes de physique, mais là, on rentre vraiment dans beaucoup de détails. Donc, cette neige, le changement observé, en fait, il y a aussi beaucoup de variabilité. Quand on regarde ici l'extension en avril, au mois d'avril, on dit oui, une diminution ici sur les 100 dernières années. Il faut quand même faire un peu attention. C'est qu'en fonction des régions, donc les deux grandes régions, les deux grands continents, c'est l'Amérique et l'Asie, il y a une forte diminution. Alors ça c'est laquelle ici? Ça c'est en Eurasie, il y a une forte diminution, mais en fait en Amérique du Nord, il n'y a pas eu beaucoup de diminution au cours du XXe siècle.
C'est juste à la fin que ça a commencé à baisser ici. Donc cette courbe globale qui montre cette diminution depuis le XXe siècle, en fait, elle est essentiellement pilotée par ce qui s'est passé en Eurasie. Donc il y a quand même de la variabilité très forte. Par contre, ce qui est évident, c'est que sur des périodes plus récentes, vous avez une diminution très claire. Et encore une fois, on parle surtout du printemps, la période où la neige va être sensible au réchauffement. En fait, la quantité de neige que vous allez avoir en octobre, en Sibérie, ou en novembre, décembre, elle est extrêmement sensible aussi à la variabilité de la précipitation. Si c'est une année très sèche, la neige ne va pas commencer, elle ne va pas apparaître par magie. Il faut déjà qu'il pleuve, il faut déjà qu'il neige. Et donc, à cette saison, octobre, novembre, elle ne va pas être sensible à la température. L'extension de la neige ne va pas être sensible à la température. Elle va être sensible, dépendre beaucoup de la quantité de précipitation. Alors qu'au printemps, vous avez accumulé beaucoup de neige en Sibérie. C'est sûr, à un moment, il va neiger. À un moment, vous allez avoir au cœur de l'hiver de la neige. Et donc, c'est au printemps que vous allez être sûr d'avoir de la neige et que vous allez être sûr qu'elle va fondre quand il fait chaud. Et donc le réchauffement, évidemment, il va vous causer ce recul du manteau neigeux ou cette tendance de perte de neige, surtout au printemps. C'est pour ça que pour la neige, on regarde toujours plutôt le printemps pour ne pas être soumis à des variations de la précipitation. Donc là, vous avez des pertes, évidemment, de neige à toutes les saisons où il peut y avoir de la neige. Hein, d'accord ? Donc là, c'est pareil. Ici, c'est les mois de l'année. Et ici, c'est l'axe de temps qui avance. Et donc, vous avez cette perte de neige au printemps qui devient très claire maintenant sur les dernières décennies, en tout cas. Pour les projections futures, comme avant, on a fait un graphique ici assez joli. Donc là, c'est le réchauffement global. Et là, vous avez pour les différents scénarios, ces différentes couleurs dans différents modèles. Donc un scénario ici, SSP 1.9, c'est cette couleur-là qui est un réchauffement très faible, peu d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, le scénario marron, c'est celui où on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, ils s'alignent tous, plus ou moins, sur le changement de couverture de neige. Il dépend essentiellement que du réchauffement et pas du chemin qu'on y prend. Et donc c'est assez linéaire, assez joliment. Et vous pouvez dire, à 4 degrés de réchauffement, vous avez 50% de neige en moins au printemps. Voilà. Par rapport à la période de référence qui était ici, la période de 1850-1900. Voilà. Là, vous avez des courbes de l'évolution de la neige en fonction des différents scénarios. C'est moins intéressant que cette courbe assez jolie que je trouve. Voilà, on dit, vous voulez 50% de neige en moins, vous réchauffez le climat de 4 degrés et vous y êtes. Voilà. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.